Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi. De l'escalade à l'affrontement, l'Inde a mis ses menaces à exécution et mené dans la nuit des frappes sur le territoire pakistanais. C'est sa réponse à l'attentat de Pahalgam il y a 15 jours. Il y a des morts des deux côtés. La confrontation entre les deux puissances nucléaires inquiète et elle n'est pas la première. On va y revenir largement dans le journal de 11 h. L'événement du jour au Vatican, c'est l'ouverture du conclave. Cet après-midi, dans la sublime chapelle Sixtine, les 133 cardinaux votants vont s'enfermer jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord sur le nom d'un nouveau pape qui succédera à François. La messe vient de commencer en la basilique Saint-Pierre. C'est une élection sans candidat ni campagne, dont les rites sont inchangés depuis près de 1000 ans, qui fascine au-delà de la communauté chrétienne. Les 133 cardinaux de moins de 80 ans qui y participent vont être sous clé. Nul ne sait combien de temps le scrutin va durer et les yeux du monde seront rivés sur une toute petite cheminée d'où sortira en temps voulu la fameuse fumée blanche annonciatrice de l'élection d'un nouveau souverain pontife. Habemus suspense. Question posée aujourd'hui à nos invités, Constance Colonna-Cesari et Bernard Lecomte. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. Nous sommes aussi à Rome, bien sûr, avec Natalia Mendoza. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en. Et c'est parti. Bonjour Constance Colonna-Cesari. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste spécialiste de la papauté et consultante de France 24 sur cet événement. Bernard Lecomte, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes aussi journaliste spécialiste de la papauté, auteur de France-Vatican, 2 siècles de guerre secrète, qui est sorti chez Perrin. On a malicieusement intitulé cette émission Habemus Suspense, référence bien sûr à la phrase qu'on attend, mais nul ne sait quand, Habemus Papam, d'ici quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Au balcon de la basilique Saint-Pierre, ce sera bien sûr la phrase prononcée d'ailleurs je crois par un Français qui présentera au monde le nouveau pape, mais on n'y est pas encore. On va commencer par ce que l'on sait et ce qui n'est pas de l'ordre du suspense et on vous retrouve à Rome, Natalia Mendoza. Bonjour Natalia. Le conclave, le vrai conclave va commencer cet après-midi, mais il y a déjà, à l'heure où l'on se parle, une messe en la basilique Saint-Pierre. Oui, effectivement, c'est la messe Pro Eligendo Pontifice, une messe pour l'élection du nouveau souverain pontife. Le Vatican, je peux vous dire, est en ébullition à moins de 7 heures du début du conclave. Cet après-midi, l'entrée en conclave suivra un rituel très précis. À 16 heures, les cardinaux électeurs vont se retrouver au palais apostolique. Ils vont marcher en procession vers la chapelle Sixtine. Ce sera une procession lente, très solennelle, au rythme de la litanie des saints, une prière très importante chantée lors des grandes célébrations liturgiques. Ils entreront dans la chapelle Sixtine, un lieu chargé d'histoire, dans ce cadre sublime sous les fresques de Michel-Ange. Ils vont prêter serment un à un. Chacun des 133 cardinaux électeurs vont jurer de conserver, préserver le secret total autour de tout ce qui se passera pendant le conclave. Ensuite, le maître des célébrations liturgiques prononcera la formule en latin extra omnes, tous dehors. À ce moment-là, sortiront les assistants, les cérémoniaires, les techniciens, toutes les personnes qui ne participent pas au conclave vont quitter les lieux. Un premier vote est prévu cet après-midi. À partir de demain, 4 votes, 2 le matin, 2 l'après-midi. Lorsqu'un cardinal réussira à recueillir les 2 tiers des voix, c'est-à-dire 89 votes au moins, et s'il accepte la charge, eh bien, il sera élu souverain pontife. Les bulletins seront brûlés dans une cheminée installée dans la chapelle Sixtine avec des produits chimiques pour colorer la fumée noire s'il n'y a pas d'élection, fumée blanche si un nouveau pape est élu. Natalia Mendoza à Rome, merci beaucoup Natalia. Constance Colonna-Cesari, on va commenter. Peut-être on va d'abord écouter ce qui se passe du côté de la basilique Saint-Pierre quelques instants, ça chante.
Voilà, messe en la basilique Saint-Pierre en cette journée de début de conclave. Sauf erreur, Constance, c'est l'une des dernières fois où les cardinaux voient du public avant de s'enfermer à clé? Absolument. Enfin, ils vont aller ensuite, en effet, prendre possession de leur chambre, pour ceux qui ne l'ont pas fait hier soir, parce que on leur a tiré au sort des chambres pour les affecter dans des logements, voilà, à la l'intérieur. résidence Sainte-Marthe. Sainte-Marthe, voilà. Et puis ensuite, déjeuner, et ils iront pour l'autre grand rendez-vous de la journée, à 16h15, la messe votive d'entrée, la procession d'entrée en conclave, là, cette fois avant l'enfermement à clé. Donc là, ils sont tous ensemble. Ils sont tous les cardinaux aussi, les électeurs et les non-électeurs encore. Donc ceux qui ont moins et plus de 80 voilà. ans, ceux qui participent au conclave sont ceux qui ont moins de 80 ans. Absolument. Donc là, on a encore le collège élargi, on a le public, on a ce rite fantastique, voilà, dans ce décor extraordinaire. Et voilà, ce qu'il faut dire, c'est que le conclave, c'est à la fois une liturgie et en même temps voilà, une élection. Donc, constitution, mode de scrutin, tout ça est régi par des choses extrêmement précises, et en même temps, idem pour la liturgie. Le maître des célébrations liturgiques officie derrière la tenue évidemment, les déplacements, les chants, etc. Donc là, ça débute. On voyait à l'instant, donc ce sont des images en direct de la basilique Saint-Pierre, la foule du public qui a les téléphones brandis pour filmer ces cardinaux. Bernard Lecomte, peut-être un mot pour les non-initiés, un mot sur la couleur, le rouge? Le rouge, c'est la couleur traditionnelle des cardinaux, c'est le rouge sang. Ça veut dire tout simplement que celui qui est sacré cardinal, créé cardinal, il doit verser son sang pour le Christ et pour l'Église. Voilà. Le rite qu'on observe aujourd'hui et qui va se dérouler jusqu'à quand? Question posée, bien sûr. Constance Colonna-Césari, il a quoi? Il a plus de 1000 ans? Alors, dans sa forme actuelle, l'enfermement dans la Sixtine, c'est quand même, je crois, le 76e conclave de ce type, en fait, et en même temps, voilà, parce que au départ, on acclamait le pape, un homme qui était présenté par les fidèles, présenté au clergé par les fidèles. Et il était acclamé comme ça, mais évidemment avec une imprécision qui était énorme. Et puis on a changé les modes d'élection au cours des siècles. C'est à partir de l'an 1000, je crois, qu'il a été décidé que c'était les cardinaux. Mais à l'époque, les cardinaux étaient une vingtaine. Voilà, et ça jusqu'à la Renaissance. Donc voilà, ce nombre, voilà, ces centaines de cardinaux, là on est dans quelque chose de beaucoup plus récent. Un rite, un mode de scrutin qui date du Moyen-Âge, Bernard Lecomte. Et en ce sens, l'Église, avec ce scrutin à bulletin secret, cette décision collégiale, elle était assez précurseuse. Oui, bien sûr. C'est le fondamental du choix humain quand on désigne un chef, un maître. C'est effectivement que l'on entende la voix de chacun. Ça a donné lieu à ce qu'on appelle la démocratie, tout simplement. Et c'est très très ancien, même si certains aménagements sont relativement récents. Dans ce qu'on voit, par exemple, il ne faut pas oublier que c'est depuis Paul VI seulement qu'il y a les moins de 80 ans. Parce qu'avant, il y avait alors tous les vieux cardinaux qui étaient là. D'ailleurs, en parlant de vieux cardinal, celui que l'on voit derrière vous à l'antenne, est-ce que ce ne serait pas... Le cardinal Ray. Alors, le cardinal Ray, qui a 91 ans, voilà. Est-ce que c'est le doyen? qui était un proche de Jean-Paul II. C'est vous dire si on est déjà dans l'histoire contemporaine, certes, mais l'histoire quand même. Donc lui, il ne votera pas. Non, il ne votera pas, bien sûr, puisque depuis Paul VI, donc, c'est les moins de 80 ans, on a cessé de faire venir les pauvres vieillards. Ça a été très contesté, ça a créé des polémiques, mais enfin, c'est un fait. Et dites-vous aussi que c'est depuis Jean-Paul II seulement que les cardinaux ont des chambres normales dans la résidence Sainte-Marthe, qui est une hôtellerie en quelque sorte. C'est-à-dire normale, Jean-Paul II, oui. On construisait à la va-vite avec des planches et des rideaux en plastique, des espèces de cellules invraisemblables. C'était complètement moyenâgeux, pas médiéval, moyenâgeux. Un mot quand même des conditions justement dans lesquelles vont vivre ces cardinaux ces jours à venir. Alors le conclave est parsemé de fantasmes, etc. Mais alors on parle de rideaux fermés, de portables coupés. Je crois même qu'il y a des consignes sur la nourriture. Est-ce que tout est juste, Constance Colonna-Césari? Je lisais
hier qu'on ne pouvait pas servir de ravioli aux cardinaux pendant le conclave au cas où il y aurait dans le ravioli. Non, on est sur des petits mots secrets, voilà. Comme ça se faisait pour envoyer des messages à l'Est. Vous avez couvert aussi cette époque où là, en effet, il y avait des petits mots. Je ne savais pas pour les raviolis, mais écoutez, de toute façon, c'est vrai que l'Église, et ça fait partie de l'invention de ces rites, a dû se protéger très tôt des risques d'ingérence, de pression des empereurs, des Romains déjà, puis carolingiens, évidemment. Tout ça a duré des siècles. Et en effet, aujourd'hui, les risques de pression, ils viennent des technologies. Donc c'est de plus en plus complexe d'enfermer, de mettre le Vatican sous une bulle, de mettre 133 hommes, plus tous les gens qui participent au conclave. Sans exception aucune. On prêtait serment eux aussi, les cuisiniers, les chauffeurs. Sans exception, quoi qu'il se passe dans le monde, le Vatican va rester dans sa bulle. Les hommes, oui, doivent être tenus à l'écart des pressions, des éventuelles fuites et scandales qui pourraient éclabousser l'un des leurs. Et on sait que certains sont à la manœuvre pour les organiser, ces scandales de dernière minute. Donc, vous voyez, il faut qu'ils restent sereins, il faut qu'ils ne communiquent plus, il faut qu'ils soient protégés de toutes ces pressions qui ne manqueront pas d'essayer de s'exercer. Ça ne veut pas dire, Bernard Lecomte, que ces derniers jours, ces dernières semaines, il n'y a pas eu au Vatican, et avant même d'ailleurs le décès de François, des groupes de pression, des lobbies intenses sur ces cardinaux vêtus de rouge. Bien sûr, c'est ce qui en fait d'ailleurs, c'est ce qui fait l'humanité d'un conclave. Ce ne sont pas des saints parfaits, etc. Ce sont des hommes comme vous et moi, enfin si j'ose dire, et qui viennent de leur territoire, avec leur culture, avec leur caractère. Certains sont colériques, d'autres sont des maniaques, d'autres sont encore des bavards invétérés, ça arrive aussi. Et c'est pour ça que cette règle du secret, elle a mis longtemps à s'affirmer, à se confirmer. C'est Jean-Paul II qui a dit à un moment, il en avait tellement marre de ces histoires de secrets qui généraient des tas d'histoires, de rumeurs, etc. Jean-Paul II avait dit, à partir de maintenant, si un cardinal parle, il sera excommunié. Ce qui est carrément excommunié. La sanction spirituelle la plus énorme pour un cardinal, évidemment. Donc, c'est pour vous dire jusqu'où étaient allés les papes successifs dans cette espèce d'obsession du secret. Et pendant que la cérémonie se poursuit, la messe se poursuit en la basilique Saint-Pierre, ces cardinaux, Constance Colonna Césari, dont on comprend que certains sont arrivés là dans les dernières heures, la plupart d'entre eux, votants comme non-votants d'ailleurs, ils se sont beaucoup parlé entre eux ces derniers jours. Ils ne découvrent pas les enjeux, les éventuels candidats. Là, tout à l'heure, en s'enfermant dans la chapelle, il y a eu ces fameuses congrégations générales. De quoi on a parlé? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Alors, les congrégations générales sont organisées justement pour permettre à ces hommes de se rencontrer, de se parler, de ne pas arriver comme ça et d'être enfermés. Parce que certains ne se connaissent pas. Certains, et ceux qui ont été créés cardinaux par le pape François le plus récemment, c'est-à-dire en décembre 2024, il y a eu encore une vingtaine de créations, d'élévations. Donc ces hommes ont besoin de se rencontrer. Ceux qui viennent du bout du monde, on a un cardinal aujourd'hui en Mongolie, on a un cardinal à Téhéran. Donc évidemment, ils ne sont jamais revenus à Rome depuis leur élection. Et donc, personne ne les connaît, ils ne connaissent personne, ils ne connaissent pas, évidemment, ces rites. C'est quand même des coulisses d'une élection très particulière, très technique. Comment s'organiser? Comment faire en sorte de voter vite? Parce que pour l'Église, il y a une pression. On ne va pas s'isoler 3 semaines dans la chapelle Sixtine. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que l'Église est en crise. Alors oui, l'Église est un peu en crise, mais elle ne veut pas le montrer. Donc il faut s'organiser pour voter de façon sereine, désigner un homme qui semble être l'homme d'un choix, d'un consensus. Et donc c'est à tout ça que servent les congrégations générales, durant lesquelles on a parlé des défis de l'Église, du portrait robot du pape idéal, comment, qui, pourquoi, de quel continent, évidemment, parce qu'il y a ces enjeux géographiques. Voilà, il y a tous les thèmes de l'Église. Et ces gens, certains ont fait sensation, on le sait déjà. On séduit leur père, qui donc, leur frère. Par exemple, on parle depuis très peu de temps d'un nouveau cardinal philippin.
voilà, le cardinal David. On n'en avait pas entendu parler jusque-là, ou très peu, mais il aurait fait un discours marquant. Or, c'est presque du speed dating, hein, ces discours de congrégation générale. Ils ont 6 minutes pour s'exprimer, donc ils doivent, voilà, faire mouche. Oui, parce que ces congrégations générales, à la différence du conclave, on en a effectivement une substance, Bernard Lecomte. On sait, la dernière, je crois, ils ont beaucoup parlé de l'état du monde et de leur inquiétude face à la multiplication des conflits, notamment, et du rôle de l'Église là-dedans. Oui, parce que ces congrégations générales, il faut rappeler qu'au départ, elles ont été créées, vous savez pourquoi? Parce qu'en 1903 et en 1914, au conclave de ces 3 dates, les cardinaux américains sont arrivés après le vote. Et donc, on a décidé, c'est Pie XI qui a dit, bon, ben, on va faire 15 jours pendant lesquels les cardinaux viendront, et puis on attendra tous ceux qui viennent du bout du monde. C'est pour ça qu'elles ont été créées. Et dans cet espace, en effet, c'est pas le conclave. Ils ont le droit, les cardinaux, de se parler. Ils ont le droit, le soir, d'aller prendre un pot dans une trattoria du Borgo, comme on dit, le quartier qui est juste à côté de Saint-Pierre de Rome. Et là, évidemment, ils parlent, ils rencontrent des gens. Alors, bon, la règle de la discrétion vaut, mais ça n'est pas une règle du secret. Le secret, c'est en entrant dans le conclave. C'est à partir d'aujourd'hui. Mais jusque-là, tous ces cardinaux, et je disais tout à l'heure, il y en a qui sont particulièrement bavards, qui sont d'ailleurs la cible de tous les journalistes, de tous nos confrères là-bas, qui courent après ceux qui parlent. Ils ne sont pas franchement incognito, là, en ce moment, les cardinaux dans le Borgo. Pas du tout. Ouais. Quand vous voyez un cardinal traverser la place Saint-Pierre, en ce moment, vous avez 10 journalistes qui lui courent après avec des micros. Hein. Et ça fait des scènes assez cocasses. Ça veut dire que tout à l'heure, quand voilà, il y aura toutes ces formules, que les cardinaux seront dans la chapelle Sixtine, ils ne débarquent pas, ils ont déjà une première idée de là où ils veulent aller. Oui, alors de toute façon, on leur explique qu'ils ont des livrets et puis le maître des cérémonies a veillé parce que c'est tellement technique. C'est comme sur un plateau de télévision, hein, on vous installe, ne passez pas par là, etc. Non, plus sérieusement, il y a aussi le rôle dans les congrégations générales des faiseurs de papes, qui sont ces cardinaux plus âgés, qui ont vécu plusieurs conclaves, qui vont briefer leurs jeunes frères et qui vont être capables d'orienter les scrutins s'il y a blocage, parce qu'ils ont une influence, parce qu'ils ont une aura. Et lors de chaque conclave, ces faiseurs de pape, voilà. Ça veut dire qu'ils savent, avant que le conclave commence, l'état des forces, qui est bien placé, vers qui il faudrait peut-être... Voilà, ils peuvent orienter, en tous les cas, en disant c'est pas la peine de se disperser sur telle candidature, il ne fera pas plus que 20 suffrages, allons-y direct. Si vous voyez qu'au premier vote, il n'y a pas plus de temps, on se rabat déjà sur l'autre. Ils présentent et voilà, ils essaient de constituer en fait des partis pour permettre au vote de s'organiser. Sachant qu'aujourd'hui, Bernard Lecomte, donc, il y aura un seul vote. Je crois que c'est la seule journée de tout ce conclave où il n'y aura qu'un vote. Et c'est un premier tour de scrutin, un tour de chauffe, quoi, pour se jauger. Et sachant qu'il n'y a pas de candidat. Donc les cardinaux peuvent voter pour l'ensemble du collège. Hein, on est bien d'accord. Alors c'est vrai au-delà même. C'est vrai que c'est la seule élection au monde où il n'y a pas de candidat, où il n'y a pas de campagne, où il n'y a pas de programme. Enfin, officiellement, parce que bon... Oui, mais c'est la règle, hein, c'est écrit. Donc, il faut faire attention quand même. C'est-à-dire, au-delà, Constance, vous avez dit, on peut voter pour... Ah oui, on pourrait élire, théoriquement, les cardinaux électeurs pourraient élire un cardinal de plus de 80 ans, un non-cardinal, un non-évêque, un non-prêtre. Il faudrait simplement, si c'est un homme, qu'il ne soit pas marié et qu'il soit catholique, qu'il soit baptisé. Mais... ça n'arrive jamais. Mais c'est la règle quand même. Poursuivez, je vous en prie, Bernard Lecomte. Oui, le premier vote est justement ce que Constance décrivait très bien. C'est-à-dire, c'est là où on va se rendre compte des gens connus, des gens moins connus, des outsiders. Mais on va tous les avoir au premier vote. Simplement, c'est le chiffre qui va changer, voire être complètement bouleversé dans les scrutins suivants. Mais le premier vote est capital. Et on se rappelle, par exemple, tant pour Bergoglio, par exemple, qui va devenir le pape François, que pour Wojtyła, qui va devenir Jean-Paul II, mais c'est arrivé très souvent dans l'histoire des conclaves. Il y a 1, 2, 3, 12... 20 voix qui sont là, on ne sait pas encore si ça va monter ou si ça va descendre, mais la plupart du temps, le nom est là, caché. Alors, il y a eu 2 cas
dans l'histoire, c'est Pie XII et Paul VI, ou c'est le favori qui a remporté le match. Donc, mais c'est très exceptionnel. En général, on voit monter justement au cours des scrutins tel et tel favori. Et puis, il y a un moment où l'Église, dans sa sagesse, grâce au Saint-Esprit sans doute, se dit attention, il ne faut pas élire le pape d'une partie de l'Église. C'est ça, la hantise des cardinaux, c'est ça. C'est d'élire le pape d'une partie de l'Église qui provoquerait, à force de clivage et de polémique, un jour un schisme. Le portrait robot Colonna Cesari du pape parfait, on ne va pas se lancer dans les suppositions, là, même si vous l'avez dit, il y a des favoris. À quoi il ressemble le pape parfait aujourd'hui pour l'Église catholique C'est ces critères qui sont intéressants. Moi, je pense que... Alors, il y a des oppositions. Est-ce que c'est un pasteur, par exemple, ce qui serait l'inverse de quelqu'un qui serait un homme de la curie, un homme d'appareil? C'est-à-dire un pasteur? Un pasteur, c'est quelqu'un qui est à la charge d'un troupeau de fidèles, donc soit à la tête d'un grand archevêché, d'un évêché au moins, mais en tous les cas, quelqu'un qui ait une responsabilité dans l'Église, voilà, qui soit au contact des fidèles. Ce n'est pas le cas d'un cardinal de curie. Donc, par exemple, ça pourrait, à mon avis, desservir la candidature dont on parle beaucoup du cardinal Parolin, Pietro Parolin, parce que c'est le secrétaire d'État du Vatican, le numéro 2 du Vatican, mais ce n'est pas un homme il n'a jamais dirigé un grand diocèse. Donc ce côté, un pasteur, pour moi, derrière François, c'est difficile que le futur pape ne le soit pas. Mais voilà, il y a l'âge, bien sûr, parce que l'âge, est-ce qu'on veut élire un homme de 50 ans? C'est le risque qu'il dure. Oui, vous nous disiez l'autre jour qu'il y avait un équilibre à trouver, ni trop vieux, ni trop jeune. Trop jeune, il reste très longtemps, trop vieux, voilà. Exactement, donc il y a un âge moyen de 72 ans qui est peut-être l'âge idéal, même si c'est bizarre à dire, mais bon, voilà, c'est jeune pour l'Église, 72 ans. Un continent, alors évidemment que c'est une question clé pour ces hommes, parce que c'est un choix, c'est un accent qui est mis sur une Église qui lance l'Église dans une aventure. Un pape argentin, un pape latino-américain, c'était une aventure qui succédait à celle d'un pape allemand qui était beaucoup plus classique, puisque l'Allemagne, voilà, c'est le catholicisme européen, la Pologne également. Est-ce qu'on a envie d'une nouvelle aventure? Est-ce que c'est l'heure de l'Asie, justement? Est-ce que c'est l'heure de l'Afrique? Toutes ces questions, évidemment, se posent. Alors, le Philippin dont je vous parlais à l'instant, mais quand on se dit, les papes, quand ils vont à Manille, ils font, pour le pape François, plus de 6 millions de gens se déplacent pour écouter une messe à Manille. C'est près de 80 millions de catholiques, les Philippines. Donc voilà. Le Philippin dont vous parliez n'est pas le même Philippin que l'autre Philippin dont on parlait ces dernières semaines. Non, voilà, il y en a deux maintenant. Voilà, il y a deux Philippins qui tiennent la corde. Vous voyez, ça c'est symptomatique. Ce Philippin dont on parle depuis plusieurs années, le cardinal Tagle, c'est comme le cardinal Parolin, c'est comme le cardinal Matteo Zuppi, c'est des gens qui sont papabiles depuis très longtemps, peut-être trop longtemps. Je trouve que c'est souvent ce qui dessert les papabiles qui sont là depuis 2, 3, 4, même au scrutin précédent, on parlait de Tagle. Donc voilà, et là, la formule qui entre pape ressortira évêque, elle est encore plus vraie. Oui, ça veut dire que ce que veut dire la formule, c'est qu'on n'arrive pas, en tout cas, c'est pas en affichant ses ambitions ou en nous prêtant beaucoup de possibilités que ça nous met sur la bonne voie pour devenir pape. Bernard Lecomte. Mais l'histoire montre justement que très souvent, l'un des papabili principaux, c'est le secrétaire d'État, c'est le Premier ministre, qui est connu de tous, qui a l'expérience, exactement comme Parolin. Et la plupart du temps, pas toujours, il y a eu le cas de Pie XII en 1939, qui était en effet l'ancien Premier ministre de Pie XI. Mais à part ce cas-là, le secrétaire d'État a toujours été balayé dans la course des scrutins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas s'avancer. Peut-être Parolin sera-t-il le prochain pape, on ne sait pas. Sauf que dans l'histoire, on voit bien que celui, comme vous l'avez rappelé justement, celui qui entre pape au conclave en sort cardinal. Il y a un autre Italien, il y a Pizzaballa, ça ne s'invente pas comme nom, qui est aussi dans les starting blocks. Oui, mais alors là, c'est la géopolitique qui rentrerait au conclave, parce que Pizzaballa, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, il est patriarche latin
de Jérusalem. C'est la première fois que c'est un nom palestinien. Donc il a une vision évidemment moins partisane hein, de la guerre israélo-arabe. C'est un homme qui parle hébreu, c'est un homme de dialogue avec Israël. Donc ça serait, vous voyez, l'intrusion d'éléments qui ne concerneraient beaucoup moins l'Église que la géopolitique dans le conclave. Mais à ce moment-là, moi j'aimerais, j'ai un candidat, moi chouchou, qui est le cardinal Zenari, qui est le nonce à Damas, qui est un homme qui vit à Damas, en Syrie, depuis 2008, qui a traversé cette guerre qui n'en finit pas, ces régimes, ces horreurs, voilà, et qui représenterait lui aussi les chrétiens d'Orient. C'est le premier nonce, c'est-à-dire ambassadeur du Vatican, promu cardinal en 2016, et c'est un grand personnage, c'est un homme héroïque en réalité. D'ailleurs, on se souvient non pas en Syrie, mais du voyage historique du pape François, pour le coup en Irak. Qui avait marqué l'histoire de l'Église et donné sans doute des sueurs froides à la sécurité du Vatican. Constance Colonna-Césari, Bernard Lecomte disait que choisir un pape, c'était une aventure. Vous sentez l'Église, vous, là, prête pour quel genre d'aventure ? Je pense qu'on n'a jamais eu probablement un monde aussi fracturé, aussi incertain, aussi imprévisible et aussi violent. Il y a encore peu, le monde c'était simple, il y avait tout le monde libéral, le monde communiste. Disons et le depuis la chute de l'URSS, quoi. Parce qu'on a quand même connu un monde compliqué pendant oui, mais la guerre. Encore une fois, ce monde compliqué était lisible. Il y avait encore une fois l'Occident, les communistes et le tiers-monde. C'était donc relativement facile de s'y retrouver. Aujourd'hui, on ne sait plus. Et aujourd'hui, on voit bien que sera la Chine dans 12 ans, 15 ans? Et l'Église ne sait pas plus que les autres, c'est ça que vous voulez dire? Alors non, l'Église sait plutôt mieux que les autres ce qui se passe. Parce que ce qui s'est passé pendant le pontificat de François, c'est que l'Église s'est définitivement et complètement mondialisée. François a passé son temps à nommer des cardinaux au bout du monde. Il appelait ça les périphéries. Il a dit ça pendant tout son pontificat. Et il n'a pas arrêté de nommer des gens du bout du monde. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le cadre, pourtant pas si lointain, d'une église très européenne, pour ne pas dire européocentrée. Benoît XVI, c'était la Bavière, centre du monde. C'était vraiment l'Europe, quoi. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Donc, ce que vous dites, c'est que, bon, encore une fois, les pronostics valent ce qu'ils valent. Ce serait compliqué pour l'Église de faire chemin arrière et revenir sur un pape trop européano-centré. C'est-à-dire que même si le pape qui va sortir de ce conclave est italien ou français ou espagnol, il sera bien obligé de tenir compte de cette Église complètement mondialisée qui fait... Enfin, il ne faut pas oublier quand même que sur le 1,4 milliard de fidèles, 80% habitent dans l'hémisphère sud. C'est ça qui est nouveau. C'est ça la grande bascule de ces dernières décennies. Et donc, demain, même si le pape, encore une fois, est européen, il va bien falloir qu'il se mondialise. Et le moteur de l'Église aujourd'hui, c'est le continent africain, évidemment, Constance Colonna-Césari. Oui, et en même temps asiatique aussi, et sud-américain. Je crois que l'Église de Jean-Paul II a loupé quelque chose de fondamental en Amérique latine. Cette guerre, cette obsession de chasser les théologiens de la libération, finalement, on le voit bien, a ouvert la voie aux évangéliques. Ça a défavorisé l'Église catholique. S'il y avait eu ces petites églises qui avaient pu continuer, poursuivre, à mon avis, le continent latino-américain serait beaucoup moins déchristianisé, en tous les cas, décatholicisé qu'il l'est actuellement. Voilà. L'Afrique, alors il y a le problème aussi des évangéliques aujourd'hui, il y a l'islam, c'est difficile. Il y a un problème aussi de culture avec l'église africaine qui est pas du tout sur les repères des autres églises, et notamment évidemment occidentales. Donc là, c'est difficile de penser qu'ils vont faire ce choix-là maintenant, je ne sais pas, on pourrait être surpris. Alors que l'Asie, c'est aussi une démographie, c'est beaucoup plus d'entrants de ce continent. Et moi, je crois en fait que les chances d'un cardinal qui mélangerait des racines de plusieurs pays du Sud et de l'Europe, il y a par exemple un Portugais qui est très intéressant, qui s'appelle Tolentino de Mendoza, et lui, c'est un grand cardinal préfet
de la culture au Vatican. Eh bien, lui, il a vécu à Madère, au Mozambique, et en même temps, il est portugais. C'est un pays qui ne fait pas peur, qui n'est pas un pays arrogant au sein de l'Europe. C'est pas un pays dominant, vous voyez. Donc, ça pourrait jouer aussi. Il y a toutes ces combinaisons. Ouais, je comprends qu'il doit être citoyen du monde, le futur pape. Qui sortira de la chapelle Sixtine, on ne sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que d'ici ce soir sortira a priori une fumée qui ne sera pas blanche, quoique, mais bon, ça paraît évidemment improbable. Elle sera d'abord donc foncée, c'est évidemment sur cette petite cheminée qui paraît d'ailleurs par rapport à cette plus grande église du monde du Vatican, quasi bricolée, quoi. Et donc on va s'arrêter sur cette, bien sûr, sur cette cheminée sur laquelle les yeux du monde vont être rivés tout au long de ce conclave. Fumée blanche, bien sûr, quand le pape sera élu, et fumée noire en attendant. On va voir ça en images et on en reparle juste après. Cette petite cheminée toute simple sera au centre de toutes les attentions. C'est de là que sortira la fumée 2 fois par jour en attendant que soit élu le prochain pape. Et depuis la place Saint-Pierre, les visiteurs n'ont Dieu que pour elle, comme ces Américains en plein repérage. Tu vois, c'est par là que la fumée sort. Je pensais que c'était plus grand que ça. Non, c'est tout petit. Le pape est mort, c'est triste, mais nous allons assister à quelque chose de miraculeux, un nouveau pape. Alors fumée blanche ou noire, quelle signification? Si c'est blanc, il me semble qu'ils n'ont pas. Et si c'est noir, c'est qu'ils ont. Ou alors c'est le contraire. Eh non, c'est le contraire. En réalité, le blanc, symbole de clarté, est le signe que le pape est élu. Le noir, en revanche, symbole d'obscurité, indique que les cardinaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Un moment suspendu, traditionnellement très suivi des Romains et du reste du monde, et qui a souvent donné lieu à la confusion, comme en 2005. Une première fumée apparaît. Une fumée blanche, un nouveau pape, tout le monde y a cru quelques secondes, des agences de presse l'annoncent même en direct. Là, elle est carrément noire cette fois, alors là, il n'y a plus d'erreur, donc on n'a pas de pape ce soir. Benoît XVI ne sera élu que le lendemain. Depuis, le Vatican a modernisé le procédé. À côté du poêle où l'on brûle les bulletins, des fumigènes sont injectés dans ce poêle installé à côté pour renforcer la couleur de la fumée. Un protocole datant du Moyen-Âge que le Vatican a choisi de conserver sciemment. Ça serait très facile d'envoyer un communiqué par mail ou par SMS aux journalistes et aux évêques. Mais la décision a vraiment été prise de préserver cette tradition qui alimente aussi l'excitation des médias, de la foule. Cette fumée, elle est aussi le symbole du secret qui doit être préservé sur l'élection du nouveau pape. Car même après l'élection, personne ne doit savoir pour qui les uns et les autres ont voté. Voilà, le vote tout à l'heure dans le conclave, on le rappelle, se fait à bulletin secret. Je crois même que les cardinaux sont invités à brouiller quelque peu leur calligraphie pour qu'on ne reconnaisse pas pour qui ils ont voté. Et ce n'est donc pas la fumée des bulletins de vote que l'on brûle qui sort de cette fameuse cheminée, mais donc on l'a dit maintenant avec des procédés plus modernes. Le Vatican, Bernard Lecomte, sait très bien jouer des codes de la communication moderne et paradoxalement cette cheminée en est un. Le responsable du Vatican disait à l'instant que ça fait partie de l'excitation. Mais oui, c'est un pape sans cheminée, sans fumée, ça marche pas. Non, c'est ce qu'on appelle un rituel. Mais ce rituel, il montre quoi? Il montre que ça fait des siècles que c'est comme ça. Ça veut dire que l'Église n'est pas comme ça, une espèce d'institution ou une association récente. Non, elle a 2000 ans. Et pendant ces 2000 ans, elle a traversé des tas d'épreuves, des tas de moments compliqués. Elle s'est adaptée à chaque fois. Le problème de l'adaptation de l'Église à son époque, c'est constant. Ça fait 2000 ans qu'il y a des progressistes et des conservateurs dans l'Église. Et donc, ça sert à ça, ce rituel de la cheminée. Et effectivement, c'est désuet, on pourrait très bien s'en passer. Mais non, il faut montrer que voilà, ça fait 2000 ans que ça dure. Et dans l'esprit, évidemment, des dirigeants de l'Église, il y en a encore pour 2000 ans. Hein. Avec des scènes assez cocasses, on vient de le voir, où on ne sait pas si elle est grise, si elle est blanche. Autant, parfois, il fait nuit, donc on ne voit pas bien la fumée. Quand elle est blanche, il y a assez peu de doute en réalité, Constance, car il y a une volée de cloches. Voilà, c'est nouveau. On a ajouté ce signe. Là, on sait donc comment lire la couleur de la fumée. Et par ailleurs, il y a ces fumigènes techniques. Voilà. Mais je crois que c'est un rite qui fascine parce qu'il est, justement, c'est une scénographie extraordinaire dans un décor extraordinaire où tout est pensé, organisé au millimètre près, les tenues de ces robes.
de ces hommes, etc. Donc il y a une grandeur, quelque chose de fascinant, comme pour l'enterrement du pape. Voilà, c'est vraiment mais plus encore le conclave que l'enterrement des papes. Il y a quelque chose de cinématographique. Est-ce qu'il y a un rite religieux qui a plus été filmé ou mis en scène que celui du conclave et de la fumée? C'est un double rite, donc religieux, mais en même temps, c'est un code de procédure électorale régi par des mécanismes très particuliers parce que, évidemment, que c'est complexe. Voilà, il faut un nombre de voix précis, il faut un nombre de tours précis, et on vote 2 fois le matin. Est-ce qu'on va réélire ou non des assesseurs, des scrutateurs, des réviseurs entre chaque tour ou bien tous les 2 tours? Vous voyez, il y a tout ça, et en même temps, il y a ces chants, voilà, il y a ces rites, et c'est l'ensemble qui fascine, mais quel travail aussi, quel travail. Je pense qu'il n'y a aucune autre organisation dans le monde qui est capable d'organiser quelque chose de cette volée, de cette hauteur. Et c'est ce qui aussi rend l'Église unique. Vous voyez, les protocoles, les rencontres, là, on sait que des événements, une guerre éclate entre l'Inde et le Pakistan, eh bien, des cardinaux pakistanais et indiens vont se rencontrer à Saint-Pierre. On est capable d'organiser le protocole quand des États... Vous voyez, vous vous souvenez de cette fameuse... réunion dans la chapelle, dans la basilique Saint-Pierre entre Donald Trump et voilà, c'est fantastique cette capacité d'organisation, voilà, cette scénographie encore. Pour revenir à ce conclave et à ce qu'il imprime dans la pensée collective, comment est-ce que vous expliquez, vous, Bernard Lecomte, que ça fascine au-delà de la communauté chrétienne, qui est quelque chose, voilà, qui soit si cinématographié? Je pense à Danny Moretti, mais combien de films on a fait sur l'élection du pape? Mais franchement, si j'étais cinéaste, je ferais aussi un film, mais regardez les images que nous sommes en train de voir. C'est incroyable, les couleurs, le cadre. Franchement, pour un cinéaste, c'est un régal. Et on comprend en effet que le film Conclave, Habemus Papam, les 2 papes, etc., très régulièrement, il y a un gars qui se penche là-dessus et puis qui nous fait un film. Mais c'est aussi parce qu'on aimerait être une petite souris et se retrouver dans la chapelle Sixtine, au-delà du décor sublime, mais oui, savoir ce qui se joue. C'est le côté romanesque. Il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Il y a un côté romanesque. Le secret engage toujours le mystère. Le mystère, c'est la curiosité, c'est les paris, etc. Il n'y a pas que les catholiques qui s'intéressent à ça. D'ailleurs, il n'y a pas que les catholiques qui s'intéressent à la vie de l'Église. Rappelons-nous quand même, nous avons connu ça, nous, il y a 5 ans, quand la flèche de Notre-Dame tombe dans la cathédrale en feu, il n'y a pas que des catholiques qui ont pleuré et qui ont hurlé. Hein. C'est quand même cette Église. Encore une fois, il ne faut pas être catholique ou avoir la foi pour suivre son évolution et pour s'intéresser à ce qu'elle porte. Oui, et puis il y a l'enjeu. Parce que quand même va sortir de ce scrutin le nom d'un homme qui est un leader mondial, qui a une capacité, un pouvoir, même si c'est un soft power, c'est quand même un pouvoir, c'est un contre-pouvoir, même ce qui est plus fort qu'un pouvoir finalement. En effet, il n'y a pas d'armée, mais il y a une influence. 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Donc cet homme, il parle, il va à l'ONU, il rencontre des chefs d'État. Donc voilà, il y a l'enjeu aussi. Ne nous trompons pas. Au-delà de l'Église, évidemment, c'est un chef d'Église, c'est un chef spirituel, mais c'est un chef d'État. Et quel État? Un État très atypique qui a une influence sur le monde. Encore quelques questions techniques. On voyait à l'antenne le calendrier. Je disais tout à l'heure qu'on ne sait pas combien de temps le conclave peut durer. Constance, Bernard Lecomte disait que bon, ça allait pas non plus durer 2-3 semaines. Alors c'est déjà arrivé dans l'histoire millénaire de l'Église. Vous évoquiez Pie XII tout à l'heure. Je crois que c'est le conclave le plus court. On était en 1939. On comprend ce qui s'est passé. On en a pour combien de temps là? Quelques jours? Alors ça, j'en sais absolument rien. Simplement, il faut noter qu'il faut quand même rassembler 89 ou 90 voix. C'est la majorité des 2 tiers. Hein, voilà, non pas, les 2 tiers plus une voix, comme on dit. Mais cette majorité, elle va être très compliquée à atteindre. Parce qu'il faut quand même que 90 personnalités, votent pour le même homme. Ça se fait pas en une journée, ça se fait pas en 2 jours. Il va falloir quand même que tous ces gens-là tâtonnent un peu. On va peut-être avoir, alors on ne le saura que par la suite, on va peut-être avoir un cardinal qui obtient 60 voix, 65 voix assez longtemps, peut-être un Paroline justement.
Mais c'est pas 90 voix, il faut y arriver à 90. On sait après coup, Constance, les différents tours de scrutin? Oui, oui, on l'apprend, voilà. Les langues se délient quand même. Les fameux cardinaux bavards. Voilà, et puis pour le conclave de 2013, il y a eu un journal anonyme d'un cardinal publié dans une revue. Voilà, moi-même, j'avais obtenu une indiscrétion au moment du conclave de 2005 parce que dans les membres du service de sécurité, il y avait un Argentin et cet Argentin avait parlé à un ami journaliste argentin. Voilà, c'est étonnant. C'est-à-dire avant que François soit élu? Non, avant que Benoît XVI, que Joseph Ratzinger soit élu, on a su, j'ai su au moment de ce conclave de 2005 que le cardinal Bergoglio, le futur François, avait obtenu près de 50 voix. Or, cet homme, évidemment, il est resté, il était présent en 2013, donc moi, j'avais la chance de le connaître. Voilà, on sait après coup, de toute façon, le nombre de voix, les majorités, et souvent, les papes sont élus finalement, le dernier scrutin, c'est toujours beaucoup plus que le quorum. C'est intéressant, ça. Oui, c'est ce qui s'était passé avec Ratzinger, puisque, en effet, Bergoglio avait eu des voix. Il y avait deux personnes qui avaient eu des voix, deux jésuites d'ailleurs. Je reprécise pour ceux qui pourraient perdre le fil. Le François, le pape François, celui qui allait devenir le pape le futur pape François. Et Bergoglio avait eu des voix, jusqu'à 40 voix quand même. Et il a demandé la parole et il a dit, écoutez, il faut que le cardinal Ratzinger soit bien élu. Et donc j'appelle tous ceux qui ont voté pour moi à reporter leur voix sur le cardinal Ratzinger, ce qui n'a pas dû être forcément facile pour tout le monde, hein. Mais c'est vrai que Ratzinger du coup est devenu Benoît XVI avec un maximum de voix. Voilà, on a su à ce moment-là qu'après ce troisième tour, avant le quatrième décisif en faveur de Joseph Ratzinger, le futur Benoît XVI, que le parti de la curie, à travers deux grands cardinaux qui étaient le cardinal Sodano et le cardinal, je crois que c'était Ruini encore, j'ai un trou. Mais en tous les cas, il y a eu vraiment une incitation du parti de la curie en disant ce que vous venez de dire, il faut donner ce message au monde derrière Jean-Paul II. Il faut que le pape soit bien élu. Il faut être bien élu. Voilà. Ça dit quelque chose du consensus de l'Église. Et c'est vrai qu'à cette époque, il y avait aussi quelque chose d'affectif qui était très important. Comment refermer la parenthèse Jean-Paul II, 25 ans, l'athlète de Dieu. Il y avait ce mythe Jean-Paul II et il fallait que ce soit le grand frère, finalement, qui avait accompagné tout ce règne en étant le gardien du dogme, le grand ministre de Jean-Paul II. Donc on lui avait finalement confié les clés de la maison. C'était ça aussi. Et ça fait écho à ce que vient de dire le doyen des cardinaux qu'on voyait à l'instant derrière vous, sauf erreur de ma part, Constance Colonna-Cesari, qui, dans son sermon, disait qu'il fallait maintenir l'unité de l'Église. C'est ça la mission, hein. C'est le plus important pour ces cardinaux. C'est l'unité de l'Église dans un monde fracturé, compliqué et violent. On n'imagine pas une Église de plus en plus divisée. Ce serait la fin de l'Église. C'est-à-dire que tôt ou tard, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aurait deux Églises catholiques. Actuellement, on voit bien. Rappelez-vous cette photo avec J.D. Vance et le pape François. Cette photo, elle est symbolique. Parce que peut-être effectivement que dans 30 ans, il y aura l'église du pape François et l'église de Vance. Et c'est ça, la hantise des cardinaux. C'est pour ça que on ne sait pas qui sera élu, mais on sait en tout cas qu'il aura une image de rassembleur, de fédérateur, parce que c'est le plus important. Vance, qui est un néo-catholique, qui s'est trouvé catholique sur le tard. Constance, pour conclure, lourde charge qui pèse quand même sur ces cardinaux. Et au-delà de la question religieuse, on l'a dit que c'est bien sûr une élection, mais c'est aussi un rite religieux. Ils choisissent, grâce à l'Esprit Saint, vous le rappelez dans la liturgie catholique, le représentant, leur représentant et l'espèce d'élu divin sur Terre. Grosse charge quand même, hein. Oui, ils ont conscience du poids écrasant de leurs responsabilités, ça c'est sûr, c'est certain. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'appuient sur leur religion, ils jurent sur l'Évangile, la main sur ce texte, voilà, parce qu'ils invoquent en effet l'Esprit Saint pour les aider, les guider dans le choix de cet homme. Parce que c'est évidemment quelque chose de capital qui va engager l'Église pour 30 ans et qui pourrait mener, comme vous le disiez, à sa faillite. Et il y a les épiscopats, évidemment, américains, épiscopats africains, des risques de schisme, de division, pour des raisons différentes, pour des raisons de maturité culturelle différentes de ces églises ou occidentales ou du Sud, etc., qui ne sont pas au même rite et qui pourraient dire « nous, on s'en va ». Voilà qui devrait traverser la tête de celui qui sera choisi par ses pairs.
concert dans cette fameuse salle des larmes par laquelle il passe en sortant de la chapelle Sixtine après avoir été élu demain, après-demain, dans quelques semaines. Suspense. Merci infiniment à tous les deux d'être venus ce matin sur ce plateau. On va se quitter en images, bien sûr, avec cette messe qui se poursuit en la basilique Saint-Pierre. Bernard Lecomte, on vous lit dans France-Vatican, 2 siècles de guerre secrète. On ne l'a pas évoqué, mais on a entendu ces derniers jours Emmanuel Macron qui voulait avoir son mot à dire sur ce sujet comme sur d'autres. C'est sorti chez Perrin en 2024. Constance Colonna-Césari, on vous retrouve bien sûr toute la journée sur France 24. Et nous, on se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'infos. À tout à l'heure.